Alexis Miaoukou. Merci beaucoup pour le briefing sur l'analyse un peu institutionnelle de la crise congolaise d'aujourd'hui. Mais j'aimerais apporter quelques éléments de contribution sur cette analyse globale. En fait, c'est l'analyse, la réponse à la crise que vous donnez là. Mais il est bon de bien comprendre que c'est une économie qui a connu des mutations. Il faut toujours le rappeler, la situation congolaise, elle a connu des mutations entre les années 60 et les années d'aujourd'hui. Nous sommes passés à un moment où le secteur productif était prioritaire et dominant dans la constitution du PIB, à un moment où on est arrivé à l'économie pétrolière. Ça, c'est des choses. Deuxièmement, il est bon de lever l'équivoque qui peut s'installer. La question de la gouvernance n'exclut pas l'analyse de la question du sous-développement. C'est deux choses différentes. Parce qu'il ne faut pas donner l'illusion aux Congolais qu'il suffit de changer la gouvernance pour qu'on soit dans un processus de développement. Ça, c'est aussi un regard. Même si je veux dire par là que ceux qui gouvernent empirent les choses. Mais il y a une nuance à faire comprendre aux Congolais pour que les espoirs de demain ne soient pas des espoirs vains. C'est-à-dire que les gens ne s'attendent pas à voir résoudre les problèmes du pays le lendemain de la chute de Sassou Nguesso, le mois qui suit, que tout est rose. On est un pays sous-développé. Le régime de Sassou n'a fait qu'aggraver le sous-développement. Ça, il faut le dire. L'autre problème, merci. Alors, il faut lever cet équivoque-là parce que gouvernance, les questions institutionnelles de la gouvernance, des bonnes ou mauvaises gouvernances, on connaît des pays africains qui ont des gouvernances peut-être un peu plus plausibles, mais qui aboutissent aussi à des échecs économiques. Il fut un temps où on parlait de modèle de développement, il y a toutes ces questions qui s'interpénètrent, en sachant très bien que l'analyse que vous faites de la crise est juste aujourd'hui, mais il faut le rappeler que nous avons là à faire une bonne lecture des questions de gouvernance et des questions de sous-développement. Pourquoi j'en parle? Prenez le cas par exemple au Congo, et vous n'avez pas trop parlé. Je comprends que vous n'avez pas le temps de faire une analyse sectorielle. Vous avez le coût des facteurs. On ne peut pas parler de l'économie congolaise si on ne parle pas le coût des facteurs. Les facteurs, c'est quoi? C'est l'eau, l'électricité, ou les inputs, comme on dit en général dans le jargon, d'une entreprise qui s'installe au Congo, qui veut produire. Une usine qui veut s'installer a besoin de courant. Mais le fait qu'il n'y ait pas de courant, l'entreprise ne peut pas s'implanter réellement. Ou les coûts de production deviennent élevés. Vous avez ce problème, c'est un problème. Vous avez par exemple les questions de mutation technologique. Vous prenez le cas par exemple de la SNE ou la SNDE, les réseaux qui existaient dans les années 60, lorsqu'ils sont arrivés, aujourd'hui c'est leur principal problème, ils ne disent pas. C'est que tout est à refaire à zéro. Pourquoi? Parce que tout ce qui était là était calibré pour des technologies qui existaient dans les années 60. Et comme on n'a pas eu un processus de suivi technologique normal, on se retrouve 30 ans après, ou 60 ans, 40 ans après, ou disons pratiquement 50 ans après, avec des infrastructures où, vous voyez même à la maison domestique, lorsque vous achetez du gaz par exemple, celui qui avait installé les tuyaux de gaz il y a 12 ans, a toutes les chances aujourd'hui, s'il va racheter un nouvel appareil de gaz, de voir que les tuyaux ont changé, c'est plus petit. Et en ce moment-là, il faut changer tout le dispositif quand vous voulez changer votre gaz, votre cuisinière. Donc, quelque part, vous avez ce genre de phénomène que je voulais relever quand même, qui relève des questions de développement. Et on peut analyser l'économie. Vous avez, par exemple, vous n'avez pas parlé de l'économie informelle. Vous n'avez pas parlé de tout ce tissu économique informel. Quand on voit un boutiquier, la maman qui fait l'agriculture, quand on voit dans nos quartiers les tenanciers des kiosques, c'est toute une économie là. Elle est parfois bonne, parfois parasitaire. Il faut savoir le diagnostiquer. Qu'aucune industrie ne peut naître là où il y a par exemple cette économie parasite. Au XVIIIe siècle à Paris, à Saint-Michel, les policiers couraient derrière les revendeurs ambulants. Parce qu'on beurrait le pain là à Saint-Michel. Il y a un livre intéressant sur ça, La vie à Paris au XVIIIe siècle. Vous verrez qu'on vendait le pain beurré comme au pays. Le sucre se vendait en détail, la cigarette à l'unité. C'était comme ça Paris.
Et c'était un frein à l'éclosion des initiatives qui font l'économie d'échelle. L'autre problème également économique toujours, la démographie. Vous ne pouvez pas parler d'économie industrielle dans un pays faiblement peuplé. Par contre, ça veut dire qu'il y a toujours des options à faire. On est là dans la théorie des avantages comparatifs. Il faut savoir qu'est-ce que vous pouvez produire à moindre coût par rapport aux autres. Parce que lorsque vous n'avez pas un marché, mais dans le cas du Congo, on a un avantage, c'est qu'on a un gros marché à côté de chez nous, là, le Zaïre. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un avantage comparatif par rapport à eux, sur un certain nombre de produits. Là aussi, c'est des problèmes structurels internes à l'économie réelle, qui ne changeront pas, même si Sassou est parti, ça ne changera pas, il faut savoir les intégrer. L'autre problème que je voulais dire, c'est... Bon, vous avez parlé de transformation agro-industrielle, bon, la réponse elle est là, hein. Il faut être dans l'avantage comparatif. Juste pour rebondir sur le secteur informel. Oui, j'ai fini pratiquement. J'ai intégré donc... vous avez le problème des formations. Au Congo, aujourd'hui, on accuse un retard énorme sur la formation des hommes. C'est-à-dire que si vous comparez par exemple la Côte d'Ivoire au Sénégal, on a presque 25 à 30 ans de retard dans la compétence humaine. Et c'est très grave. C'est très très grave. Parce que tout est numérique aujourd'hui, l'information statistique doit être disponible. Pour faire l'économie, il faut l'information. Celui qui veut investir dans un pays ou qui veut travailler un projet dans un pays, il faut l'information. Et vous avez quand même l'exclusivité au Congo. L'information même statistique est une denrée très rare et fait exprès. On m'a dit, il y a plusieurs années déjà, que le gouvernement avait refusé que les ministères... Le Congo est l'un des rares pays africains où les ministères n'ont pas de site internet. Où ne publient pas, alors que tous les autres pays africains en général, on va sur un site ministère des Transports, on lit les données de l'année dernière. Bon, voilà, je vais m'arrêter là, excusez-moi, mais il y avait beaucoup à dire. Mais malheureusement, je vous remercie de votre contribution. Oui, non mais c'est ça marche? Allô? Oui, non mais c'est très intéressant votre rapport. Simplement juste rebondir au niveau du secteur informel. Moi je participe à l'idée que le secteur informel c'est un danger pour nos économies. On doit tout faire normalement d'intégrer les activités du secteur informel vers le secteur formel. C'est ça l'enjeu. Nous devrions, la maman qui fait son kiosque ou le petit qui vend son digablo, il doit avoir des droits. Moi j'ai été au pays, j'ai discuté dans un bar où je voyais des gens qui travaillent tous les jours, mais qui sont payés à la main. Donc ces gens-là ne cotisent pas. On est en train de créer une bombe sociale, c'est-à-dire des gens qui vont arriver à un certain âge, qui ont travaillé, mais qu'on paye à la main. Donc ils ne cotisent pas. Pourquoi? Parce que ça reste dans un secteur, le secteur informel, c'est un danger. Et justement, lorsqu'on parlait des réformes de renforcer le climat des affaires, mais c'est justement tout ça. Donc, les réformes sur le climat des affaires, c'est de permettre, c'est de réduire les barrières administratives qui empêchent des gens de créer. C'est de travailler sur la fiscalité du pays pour permettre à ce que les activités du secteur informel puissent intégrer le secteur formel. Sur le problème de l'informel, excusez-moi, il était très loin de mon intention de considérer le secteur informel comme dans la logique d'intégration administrative et réglementaire telle que vous le dites. Non, il faut partir du secteur informel pour voir l'éclosion d'une économie nouvelle. C'est-à-dire que lorsque j'ai un jeune entrepreneur pour moi, le jeune qui ouvre son kiosque, il remplit les fonctions d'un entrepreneur. Parce que le jeune qui a un kiosque dans notre quartier, il a des fournisseurs, il régule sa marchandise, il renouvelle son cycle, il fait de l'épargne. Tout ce qui fait l'entrepreneur en réalité. Le vrai entrepreneur, c'est celui-là. La maman qui fait pareil, l'acte d'achat de tubercules, de transformation, de vente, c'est elle qui est l'entrepreneur. Bon, maintenant, j'en parlais pour dire qu'il faut trouver les formules pour que l'appui politique, l'appui national à l'entrepreneuriat prenne en compte ça. Et on peut en parler différemment, c'est-à-dire que s'il y a des politiques d'investissement en faveur de l'entrepreneuriat,
il faudrait penser à ceux-là. Parce que c'est ceux-là qui sont susceptibles de déclencher réellement la naissance de vrais entrepreneurs. Parce qu'ils satisfont le quotidien des gens. C'est eux, la maman. Vous savez, en 92, 93, 94, on a eu cette discussion avec les gens de la Banque mondiale. Ils nous expliquaient que nous sommes rien, nous ne valons rien, que le Congo, il n'y a rien et qu'on importe tout. Eh bien, excusez-moi, mais personnellement, quand j'avais pris la parole, j'avais démontré simplement que dans la maison d'un Congolais, 80% de ce qu'il y a dans la maison d'un Congolais est produit localement. C'est-à-dire que vous prenez la maison moyenne d'un Congolais, à l'époque, hein, c'est plus valable aujourd'hui peut-être, mais les fauteuils, le lit, tout ce qu'il y a dans la maison de quelqu'un, c'est des choses qu'il achète localement, fabriquées par le ménager du coin et tout. Dans son assiette, quand il mange, il est le fourou, le sakasaka, le manioc, le fufu, c'est des choses qui sont produites localement. Donc il faut trouver les formules pour que ceux qui produisent ces choses-là qui font vivre deviennent les entrepreneurs. Sortir de l'économie de traite qu'on a et d'importation, c'est d'abord favoriser ceux-là. Ça, c'était le volet entrepreneuriat, hein, de ce que je pouvais dire. Mais je ne voulais pas incriminer le secteur informel, je voulais plutôt inviter. Voilà. Bonjour à tous, je me présente donc Gabriel Kebi, membre du collectif Jeunesse de du Congo, dont je suis le président. Donc je voulais intervenir un peu plus pragmatiquement, parce que bon, avec ma modeste connaissance en économie. Donc je salue déjà donc, notre conférencier, je trouve que ça a été très synthétisé, même si je pense que par rapport au temps, j'aurais préféré ou j'aurais souhaité que ça se fasse en deux phases, hein, quitte à ce qu'un vendredi qu'on parle plus de la conjoncture et prochainement qu'on parle plus de la perspective. C'est vrai que les deux points comme ça, on a survolé un peu, mais c'est très bien, parce que vous avez juste resté dans l'essentiel et vous avez éclairé un peu sur certains points. Voilà. Donc moi, je pense, moi, que l'humain reste le centre de tout ça. Je pense qu'il faut insister beaucoup sur l'humain. Moi, j'ai écouté un peu là, notre doyen, je salue. On n'insiste pas souvent sur l'humain. Aujourd'hui, si le Congo n'a pas d'investisseurs, si aujourd'hui nous ne décollons pas, si aujourd'hui personne n'a envie d'investir au Congo, c'est tout simplement parce que le pays n'inspire pas confiance. Tout simplement. Quel est l'investisseur qui va investir au Congo? En parlant de perspectives, hein, je m'entends parler. C'est-à-dire, quel est ce multi-milliardaire ou je ne sais pas, investisseur, entrepreneur, qui ira jeter son argent au Congo aujourd'hui? Personne. Vous savez comme moi qu'on n'investit pas dans un pays où l'indice, tout simplement, est plus qu'à zéro. Aujourd'hui, on parlait, je rejoins mon frère Charles Madélé, qui parlait de loi, de bonne gouvernance et tout ça. Je pense que nous devons d'abord, dans un premier temps, en ce qui nous concerne, nous, le Congo, avant d'aller dans d'autres points, rester sur l'humain et sur la bonne gouvernance, en parlant de formation là, mais moi je pense qu'il faut insister là-dessus. Bonjour. Excusez-moi, une question que vous allez poser au conférencier. Est-ce que aussi, je voulais souligner un point sur les évasions fiscales, vu qu'aujourd'hui le Congo a été épinglé dans la majorité des scandales qui s'est passé dans le globe actuellement, lorsqu'on parle des évasions fiscales avec Panama Papers et tout ça, et quelques personnalités qui ont été épinglées. Est-ce que vous avez dit que le Congo c'est le pays qui légifère pratiquement le plus dans ce qui concerne les lois, tout ça, et même c'est l'application. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une possibilité dans la loi congolaise qui peut permettre de poursuivre ces personnes qui ont participé dans ces évasions fiscales, qui sont des sommes astronomiques, des milliards de francs CFA, des milliards de dollars? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité dans la loi congolaise qui me permette de déposer des actes pour les poursuivre, pour pouvoir chercher la possibilité de rapatrier ces fonds-là au niveau du pays? Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Daldi Loubou. Je suis président de l'association congolaise de fonds agricoles ACDA. Je suis consultant international au Conseil économique et social des Nations Unies.
à l'ONU à New York, membre du comité national Red Plus République du Congo. Bon, en fait, je remercie premièrement les organisateurs et la qualité des interventions ici dans cette salle. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention particulière les débats. Mais je pense que nous devrions maintenant aller sur les solutions. On doit chercher des solutions parce que tous les problèmes évoqués ici, ce sont des problèmes que nous connaissons tous. Nous connaissons tous ce qui se passe au Congo. Il est question maintenant que nous puissions regarder comment est-ce que nous pouvions trouver des solutions pour apporter, accompagner les communautés locales, les populations congolaises dans la crise à laquelle ils sont confrontés aujourd'hui. Pour votre information, par exemple, nous avions ce qu'on appelle aujourd'hui, on a mis en place le plan national d'investissement de la stratégie RED plus République du Congo, qui aujourd'hui touche le département du Congo dans le cadre de la mise en œuvre des projets RED, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre, changement climatique, développement durable, gestion durable de la biodiversité, y compris les activités alternatives, notamment les activités agricoles dans le cadre de la lutte contre la pression exercée sur les forêts. Donc il est question maintenant ici que les Congolais aussi s'imprègnent de ces documents-là, documents stratégiques nationaux, afin que chacun de nous ici, avec les relations que vous avez, les partenaires au développement que vous avez, je vois ici les Paris-Basse, je vois ici les banques mondiales, tout ça, donc ça veut dire que vous avez des partenaires au développement, parce que si on continue de s'occuper de M. Sassou et son système, je vous assure qu'on n'aura pas de solution maintenant. C'est pas maintenant que c'est un peu difficile. Il est question que nous prenions nos dispositions pour accompagner les communautés locales qui sont en souffrance dans le département. Et nous élaborons les projets qui sont retenus par la Banque mondiale, puisque ce sont des projets Banque mondiale, ONU, RED, y compris les institutions internationales des Nations Unies. Ça peut nous permettre, par cette opportunité, ça peut nous permettre d'apporter le meilleur de nous, en République du Congo, et voir dans quelle mesure nous pouvons faire quelque chose pour nos communautés. Alors, merci pour cette initiative. Félicitations aux organisateurs. Alors, je suis Alphonsine Pisa. Voilà, qui me connaissent. Alors, moi, je reviens sur la création de la valeur. Donc, on a parlé de la valeur ajoutée et il faut améliorer les faiblesses. On a le pétrole. Alors, vous avez dit il nous reste 15% que les autres nous laissent quand on exploite. On extrait, parce que là, extraire, on extrait. Alors, moi, je penche pour demain, pour ceux qui vont prendre le pouvoir demain. Alors, il faut, c'est la transformation. C'est la transformation qui permet qu'il y ait plus de valeur. Donc, je pense qu'il faut que le Congo travaille sur ce point-là, c'est-à-dire les 15% qui nous restent, il faut qu'on arrive à les transformer sur place pour que ça crée plus de richesse. Et ça peut également nous aider à améliorer justement cette faiblesse que nous avons. Et c'est pareil pour le reste, pour le bois, que ce soit le bois, que ce soit certains des minerais qu'on a, il faut qu'on arrive. Et le fait de penser à transformer nous-mêmes va permettre également le transfert de technologie, ce qui nous manque cruellement et qui nous coûte cher en Afrique en général. Donc ça, c'est des pistes de réflexion pour demain. Merci. Merci beaucoup, Hervé Malika. Je voulais juste dire que l'exposé était en tout cas magnifique, mais le sujet est tellement dense qu'il est difficile à résumer en si peu de temps. Là où je voudrais intervenir, simplement que le diagnostic, comme on dit, on peut les faire, on les fait tout le temps, on les connaît. Mais le problème, c'est surtout le pourquoi ça ne marche pas. La question est là. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être bouger pour que ça marche? Pourquoi tant de lois sont votées ne sont pas appliquées? Pourquoi tant d'aides, tant d'organismes des Nations Unies et de partis qui viennent apporter leur assistance n'arrivent pas à trouver un résultat? Mais moi, je crois que c'est un peu, c'est mon point de vue, nous sommes un peu enfermés dans un système où chaque institution essaie de maintenir les raisons de sa survie. Même malheureusement la Banque mondiale, le FMI et ainsi de suite. Ils se comportent tous de la même manière, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec un projet, ils font avancer le projet sans vraiment se bousculer pour qu'il arrive aux résultats escomptés, parce que de toutes les façons, dans 4 ans, le projet portera un autre nom. Et que le type qui est là, il sera affecté au Burkina Faso. Tout le monde se comporte comme ça.
Vous savez que le circuit pour faire adopter une loi, je le dis d'expérience, je suis resté fonctionnaire congolais une quinzaine d'années. Le circuit pour faire adopter une loi est un circuit qui va chercher des convocations de commissions, les ministères se réunissent et discutent, et un fonctionnaire congolais vit de commissions. Ces fameuses commissions-là, c'est ça qui rapporte son salaire. Et donc il n'a pas envie que ça s'arrête. Donc rien que l'élaboration d'un décret, ça peut prendre une année, dans laquelle vous avez des commissions qui, soi-disant, se seraient réunies 25 fois, 30 fois. En réalité, j'en ai fait je ne sais combien. On se réunissait une fois à l'ouverture, une fois à la clôture, quand les ministres des Finances disaient « Votre commission n'a pas Dieu ». Voilà. Et on produit un texte, parfois inapplicable. Tant mieux, on va recommencer. Et tout le monde fonctionne comme ça, même les organismes internationaux. Je dis bien même, j'ai même envie de dire surtout les organismes internationaux. J'ai vu un chiffre il n'y a pas très longtemps, sans le tourisme des organismes internationaux en Afrique, le taux de transport par avion va baisser de 60%. Donc même les compagnies aériennes vivent de ce tourisme-là. L'Union européenne qui va voir la France qui envoie des comités de ceci. Donc, nous sommes enfermés dans un système où tout le monde profite du sous-développement. Tout le monde profite de la misère. Tout le monde s'engraisse et s'enrichit dans la misère. Et si on n'arrive pas à casser ça, je ne sais pas comment, si j'avais la solution, ça saurait. Je ne sais pas comment. Mais si on n'arrive pas à casser ce cycle-là, où la misère produit la misère crée la misère, ça sera vraiment difficile pour nous de nous en sortir. Moi, c'est surtout sur ce point-là, des solutions. Il va falloir vraiment réfléchir à comment casser le fait qu'on vive tous de la misère. Le président de la République, là, il se cantonne, il reste longtemps, parce qu'il entretient un système de misère sur lequel il se nourrit. Tout le monde, c'est un peu cela. Donc, c'est la sortie de crise, casser le cercle vicieux, c'était ça ma petite intervention. Merci. Donc nous allons parler, vous avez plutôt présenté la croissance du Congo qui est tablée à 4%. Donc moi j'ai entendu 4% des prévisions, tandis que la Banque mondiale parle de 3,1%. Donc la première question c'était de savoir comment avec la gouvernance actuelle, comment cet objectif peut être atteint, sachant que cette gouvernance elle est très opaque. Et ensuite, nous avons parlé de la richesse, création de richesse. Le Congo a un problème, c'est que les ressources humaines, donc l'homme n'est pas formé. Et pensez-vous que nous pouvons atteindre aussi cet objectif, sachant que le Congolais est sous-formé, donc moins formé? Je vais commencer à répondre avec la dernière question, puisqu'elle est toute fraîche. Bon, s'agissant de la croissance, en 2019, c'est une prévision, c'est une projection. Parce que on ne peut qu'évaluer la croissance des pays à la fin de l'année, à la fin de l'exercice budgétaire. Donc là, on projette pour le Congo pour 2019 une croissance autour de 3,1, 3,7. Et en 2018, la croissance, enfin le PIB du Congo n'est pas encore affiné, elle est estimée à 2%. Hein, voilà, ce sont des chiffres qu'on peut retrouver, des sources FMI, sur le site de la COFAS, de la Banque mondiale, vous trouverez ces mêmes chiffres-là. Ce sont des chiffres estimés. Par contre, en 2017 et 2016, ce sont bien des chiffres réalisés, hein, réels en réalité. Et s'agissant de la création des richesses, et vous parlez tout à l'heure, est-ce que c'est possible au Congo? Mais justement, c'est là où, aujourd'hui, nous devions tous se dire, dans la conjoncture économique présente des chiffres, ils sont établis. Aujourd'hui, un pays, quand il vote un budget, ça ne veut pas dire que ce budget-là est réalisé. Ce budget, il faut le réaliser. Et lorsque on présente cela, à côté de ça, on présente les faiblesses de notre pays. Tout à l'heure, on a vu tout à l'heure que dans le PND 2018-2022, il y a une certaine répartition qui est faite sur la valorisation du capital humain. Et la valorisation du capital humain, justement, ça prend en compte le facteur humain. Parce que certainement on commence à se rendre compte que le facteur humain est essentiel dans le développement économique d'un pays. C'est ça la valorisation du capital humain. Donc si on veut investir
dont la valorisation du capital humain, il faut espérer que les choses marchent. Et je ne suis pas tout à fait... je n'aime pas trop qu'on dise de mes compatriotes congolais de mon pays que le Congolais n'est pas formé. Parce que je considère que le Congo a formé toute une génération. Quand je parle de formation, je parle de formation académique. Nous, on a vu des mécaniciens congolais qui n'ont pas fait qui ne sont pas ingénieurs, mais qui sont capables de nous réparer une voiture. Donc, en termes de formation, il y a une génération des Congolais qui sont partis à l'école. Moi, je me rappelle, à mon époque, on avait des Camerounais, des Sénégalais qui venaient étudier chez nous au Congo. Donc, le Congolais a étudié. Le Congolais est formé. Mais faisons la nuance. Être formé n'est pas être compétent. Dans mon argumentaire, je faisais dire que la compétence ne s'observe que par les résultats. Aujourd'hui, formés que vous êtes, nous avons des ministres qui ont des doctorats, qui ont fait des brillamment, qui ont présenté, qui ont reçu brillamment leur doctorat, leur thèse ici. Ça existe au Congo, ils ne sont pas idiots. Mais sauf que, puisqu'on vient de décrire les faiblesses, les vulnérabilités de notre système, aujourd'hui, on a un problème. On a parlé de la gestion, on a parlé de l'état de droit. L'état de droit, on vient de déceler finalement les vulnérabilités de cet état de droit. On a un déficit de mise en œuvre. Tout à l'heure, je discutais avec un ami avant de commencer. Vous savez, on levait les radars en France. On levait les radars en France, tout le monde va foncer. Il va rouler. Parce que l'humain, il a besoin des règles. Il a besoin de faire société. Nous devions d'abord être citoyens. Mais pour être citoyen, il faut observer certaines règles de droit. Les règles de droit existent, les lois sont votées dans notre pays, mais nous manque la mise en œuvre. Et s'agissant des vulnérabilités de notre système, de la gestion de nos finances, parce que moi je considère qu'au-delà de l'aspect politique, pour moi la gestion des finances publiques, c'est un outil de cohésion sociale. Aujourd'hui, pourquoi nous avons des gilets jaunes en France? Pourquoi nous avons des gilets jaunes en France? C'est parce que c'est des gens qui payent leur impôt. Et ils veulent avoir un retour. C'est des gens qui sont taxés et ils veulent avoir un retour. Mais dites-moi ici, y a-t-il un Congolais qui sait pourquoi il paie les impôts au Congo? Déjà, lorsqu'on regarde même les lois de finances que nous votons chez nous, les budgets, quand on regarde même la part des recettes fiscales, tout à l'heure on disait que 55% du PIB, donc de notre richesse, ça vient du pétrole. 55%. Et 85% des recettes, il ne suffit pas de produire, il s'agit également de collecter ces recettes-là. Et 85% des recettes budgétaires, ça vient du pétrole. Et c'est là justement qu'on parlait de la diversification de l'économie. Mais il y avait, vous savez, moi je suis arrivé au Congo en 2013 pour la première fois, 2014. À l'époque, on parlait de la promotion du secteur privé. On a une direction de la promotion du secteur privé. Sincèrement, n'ayons pas honte de notre pays. Tout ce que nous disons ici se sait. Tout est publié, tous les rapports existent. On ne va pas réinventer l'économie au Congo. On ne va pas réinventer la gestion de l'entreprise au Congo. Il suffit tout simplement de mettre les choses en place. L'application, c'est ça. On parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé justement de la fraude fiscale. Mais vous pensez que l'humain, de lui-même, nous tous, moi aussi j'aurais pu être fraudeur. Mais vous savez aujourd'hui, pourquoi on parle de la lutte contre le blanchiment d'argent? Ça c'est un aspect juridique. Aujourd'hui, la lutte contre le blanchiment s'est révélée dans les années 90 avec l'affaire Abacha. Vous savez, la Suisse a restitué l'argent détourné par la famille Abacha. Parce que le Nigeria avait porté plainte. Donc si vous voulez qu'aujourd'hui, les gens dont on cite dans les papiers, si vous voulez que ces gens-là, mais c'est à l'État congolais, c'est à la justice congolaise de porter plainte. Mais tant que la justice congolaise ne portera pas plainte, ces gens-là, ils ont commis finalement. Il y a un soupçon. Lorsqu'il y a un soupçon, et je vous signale que depuis 2008, le Congo a créé une agence, ce qu'on appelle l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANIF, qui ressemble à TACFA ici en France. Moi, j'ai travaillé dans un secteur de la conformité, je vous disais. Donc, j'étais amené à faire des déclarations de soupçons. Déclaration de soupçons, ça suppose la rupture de relation. Et ça, c'est le travail, ce sont les banquiers. Quand on parle également de renforcer
de renforcer le secteur financier du Congo. On a ce qu'on appelle ici en France l'AMF, chez nous c'est la COBAC. La COBAC, la commission bancaire. Mais là aussi, il y a un problème de compétence. Il y a un problème de responsabilité. Il y a un problème d'indépendance de cette institution. Parce que vous allez retrouver les membres qui siègent dans cette commission, ils sont soit hauts fonctionnaires. Donc il y a conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts. Donc en réalité, on a tous les outils. On a tous les outils pour faire que nous puissions éliminer effectivement, au-delà des questions politiques qui sont légitimes. C'est vrai que la volonté politique est essentielle. Mais cette volonté politique suppose que le peuple en lui-même aussi puisse en prendre conscience. C'est bien beau de dire la volonté politique. Mais la volonté politique, vous pensez-vous que Bouteflika n'avait pas la volonté politique? Mais il a fini par partir parce que le peuple est descendu dans la rue. Donc la volonté politique ne suffit pas de le clamer. C'est aussi culturel, tout ça. Donc voilà, moi je me suis focalisé justement dans ces éléments de compréhension. Et tout à l'heure, le doyen, quand il parlait, on a évoqué un peu la question de l'informel. Où les mamans, ou dans la maison de chaque Congolais, on peut trouver des produits fabriqués sur place. Mais nous sommes dans une économie de l'endettement. Nous sommes dans une économie de l'endettement. Donc si nous voulons diversifier nos économies, ayons des chefs d'entreprise qui vont travailler avec les banques. Qui vont bénéficier des financements de la banque. Mais pour le faire, il faut produire de l'information financière. De l'information. Moi, en tant que banquier, la gestion de risque. Et sinon, vous allez prendre un crédit à 1 et quelques. Mais voyez-vous, pourquoi les taux de crédit sont élevés chez nous? Parce qu'il y a une asymétrie d'information, parce que la banque, pour gérer son risque, il est obligé de vous exiger ce qu'on appelle finalement au Congo la garantie universelle, qui est le titre foncier. Le rôle du banquier, c'est en plus les garanties du fait que nous sommes dans un État où il y a des faiblesses de l'état de droit, il y a une difficulté de faire exécuter les créances. Aujourd'hui, vous allez prendre une garantie sur ma maison. Mais pour que la banque puisse saisir mon bien, ils doivent porter plainte à la justice. Mais la justice, elle est là, les procédures sont longues. Donc ce qui fait que ça bloque. Et aujourd'hui, on parle des opérateurs économiques. Vous allez avoir des fournisseurs, la plupart de nos fournisseurs, ils sont l'étranger. Vous savez qu'aujourd'hui, tout à l'heure on parlait des Congolais qui veulent prendre des initiatives pour aller au pays. Très bien. Je vais aller au pays. Je veux monter une structure. J'en ai commencé d'ailleurs, parce que on a même acheté des machines là-dessus. Pour faire une production, tout à l'heure on parlait, on va faire de la transformation de l'industrie légère, des petites choses. Très bien, mais mes matières premières, je vais les acheter où? Aujourd'hui, tous les chefs de nos opérateurs, ils vont acheter leurs matières premières, par exemple en Chine. Mais il se pose un problème, c'est que ces gens, nos chefs d'entreprise, ils achètent cash. Il n'y a pas de délai de paiement. Et le fait que nos entreprises, nous payons nos fournisseurs cash, ça nous cause un problème de trésorerie. Rien que l'année dernière, on a perdu quasiment plus de 30 milliards de dollars si on avait accordé au moins 30 jours de délai de paiement. Or, le délai de paiement, c'est une décision juridique. Voilà des mesures de gestion de la trésorerie. Toi, aujourd'hui, tu vas aller acheter en Chine, on te dit tu dois payer cash. Pourquoi? Parce que même faire le crédit documentaire, chez nous, c'est compliqué. Parce que toi, en tant que chef d'entreprise, le banquier ne peut pas te retrouver. Toi et moi, on émet un chèque, demain on est fiché dans le fichier bancaire dans le fichier des chèques bancaires. Donc il faudrait créer des conditions de telle sorte que nous puissions avoir la possibilité de collecter l'information afin de permettre justement de diversifier notre économie. Donc, restons dans une économie formelle, raison pour laquelle je postule, que je me bats de faire en sorte que les secteurs informels puissent intégrer le secteur formel. Mais cela suppose le dialogue public-privé. Cela suppose de dire à nos chefs d'entreprise, mais pourquoi vous ne voulez pas aller vous inscrire? Parce que les gens vous disent, ah j'ai peur de payer. Moi j'ai rencontré des chefs d'entreprise au pays qui vous disent, ah non mais j'ai 10 salariés, j'ai seulement déclaré 2. Parce que si je déclare les 10, je vais avoir à payer les charges. Et ça pose des problèmes. Donc il faut créer ce dialogue-là, de faire en sorte que tout le monde, ça permettra justement à l'État d'élargir son assiette fiscale. Si tout le monde comprend l'impôt,
si tout le monde sait pourquoi il paye cet impôt-là. Voilà, je repasse la parole au responsable Koutane. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce 3e vendredi du Congo. Tous les remerciements vont vers l'Inde, BKBK, qui a été à la hauteur du sujet, un sujet très dense. Mais les vendredis du Congo, c'est pas un endroit pour tirer des conclusions, c'est plutôt un endroit pour inciter à la réflexion. Chacun écoute, et chacun fait son analyse et chacun tire ses conclusions. Mais c'est aussi une occasion de rencontre et nous sommes de plus en plus nombreux à participer au Vendredi du Congo et nous voyons des nouveaux visages presque tous les vendredis. Donc pour ceux qui n'ont pas été là, je vous invite de venir le 19 avril. 19 avril, nous aurons notre 4e Vendredi du Congo. Amenez les amis, c'est vraiment une occasion de se connaître, d'échanger et de connaître notre pays, de s'informer sur notre pays.